À la une, l'accusation appelle aujourd'hui ses premiers témoins à la Cour pénale internationale. C'est le 5e jour du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, accusés de crimes contre l'humanité. Cinq pays post-conflit d'Afrique évaluent leurs réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Il est question de stimuler la croissance dans ces pays et de renforcer la confiance des investisseurs. Premier cas de transmission sexuelle du virus Zika aux États-Unis. Jusqu'à ce jour, le virus était censé se transmettre par piqûre de moustique. Le Brésil est particulièrement touché avec près de 1,5 million de cas. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce journal sur RTI 1. Première rencontre de l'année, les présidents français et ivoiriens se rencontrent demain à l'Élysée. Ce tête-à-tête entre François Hollande et Alassane Ouattara est la 5e rencontre entre les deux hommes en 3 années. Lors de leur dernière entrevue, il avait été question de la coopération entre leurs deux pays et des questions internationales, notamment la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ex-leader de la jeunesse patriotique, se poursuit à La Haye. L'accusation appelle aujourd'hui à la barre ses tout premiers témoins. Hier, la défense de Charles Blé Goudé, qui avait la parole, l'accusé s'est lui-même exprimé. Il s'est présenté comme un homme de paix qui n'a rien à voir avec les accusations de crimes contre l'humanité portées contre lui. Thomas Guessombi revient sur les déclarations de Charles Blé Goudé hier à La Haye. Pour son 2e jour d'intervention au procès ouvert le jeudi dernier, la défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a assuré que le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur de graves violences, comme il est accusé devant la cour. L'avocat néerlandais Geert Jan Knoops de Charles Blé Goudé a soutenu que son client est un homme de paix, un pacifiste dans l'âme. Le groupe pacifique sur lequel Blé Goudé avait le contrôle prônait des idéaux pacifiques, à l'opposé des actes violents de beaucoup d'autres mouvements, particulièrement ceux dont l'accuse le bureau du procureur. Geert Jan Knoops compte démontrer tout au long de ce procès que son client, loin d'avoir contribué aux violences, a au contraire essayé d'unifier son peuple. Nous allons démontrer que M. Blé Goudé, tout au long de la période envisagée et même avant les événements envisagés, a agi afin de supprimer la violence. Et nous montrerons également que ses discours étaient tout sauf l'incitation à la haine. Contrairement à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé s'est exprimé après ses avocats en fin de journée. Considéré par ses détracteurs et par des ONG internationales comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences devant la cour, l'homme s'est présenté à un acteur de paix. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Je ne suis pas un homme de guerre. Ce 2e jour de plaidoyer de la défense de Charles Blé Goudé sonne le 4e jour du procès des deux hommes jugés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Un autre procès en cours en Côte d'Ivoire cette fois, celui des 19 militaires présumés assassins du général Robert Guéhi, de son épouse et des membres de sa garde rapprochée. Le commandant Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, nie toute implication dans cette affaire. Abou Sanogo. Je n'étais pas à la cathédrale le 19 septembre 2002. Je n'étais pas à la résidence du général non plus. Je ne peux donc pas lui donner la mort, à son épouse et au capitaine Fabien Koulibaly. Je ne suis pas un voyou, encore moins un tueur à gages. Ce sont en substance le propos tenu par le capitaine Anselme Seka Yapo. Il a soutenu que c'est dans l'après-midi du 19 septembre 2002 qu'il a été informé de l'enlèvement du capitaine Fabien Koulibaly. C'est selon lui au journal de 20h qu'il a appris la nouvelle de l'assassinat du général. Après quoi, il a reçu, a-t-il ajouté, l'ordre de Moïse Lida Kouassi, alors ministre de la Défense, d'aller assurer la protection de la résidence du président Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement des Républicains RDR. L'accusé soutient que tous les témoignages contraires sont faux. Si la partie civile se réjouit de l'avancée des choses, la défense, elle, estime que les preuves portées contre ses clients sont insuffisantes. Depuis un moment, il y a eu un certain nombre d'auditions, des témoins et aussi d'interrogatoires des prévenus. Et nous avons beaucoup appris
en ce sens qu'il est clair que les faits nous désignent les personnes qui sont coupables des infractions. Mais bien sûr, il appartiendra au tribunal de décider qui est coupable et de fixer les peines. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. C'est la parole des uns contre les autres. Et c'est là où je crois, où je pense, où je l'ai vu à peu près. Mais tout cela, je ne sais pas sur quel élément concret le tribunal va fonder sa conviction. 4 témoins, dont le général à la retraite Touvoli Bizobo, alors commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et l'actuel commandant en seconde force terrestre, le colonel-major Sébastien Kwadjo Oundri, ont été entendus. L'audience a été renvoyée au mardi 8 février prochain. Conférence internationale sur l'amélioration du climat des affaires dans 5 pays post-conflit. Il s'agit essentiellement d'évaluer l'impact des réformes de la réglementation. La Banque mondiale entend stimuler la croissance dans ces pays et surtout renforcer la confiance des investisseurs. Lancine Bakayoko, Adama Kone. L'initiative prise par le groupe de la Banque mondiale à travers le bureau régional de la Société financière internationale, SFI, à Abidjan, permettra aux 5 pays post-conflit concernés, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Mali, de partager leurs expériences en matière d'amélioration du climat des affaires, particulièrement au niveau de la transparence dans la délivrance des licences d'affaires. Sur ce chantier, le Japon appuie la Côte d'Ivoire. Le Japon, en plus des appuis à l'amélioration de l'environnement des affaires, a mis à la disposition de CPC un expert japonais en vue de promouvoir les investissements étrangers en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui prévoit une contribution du secteur privé au financement du Programme national de développement PND 2016-2020 à hauteur de 62% des 30 000 milliards de francs CFA a déjà pris les devants. En témoignent les nombreuses réformes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner des points importants dans le doing business de la Banque mondiale. C'est un sujet qui est pour nous d'actualité. Et quand on regarde les objectifs que nous a fixés le chef de l'État pour les 4 prochaines années, c'est vraiment une occasion pour nous d'échanger avec les autres pays qui nous ont précédés dans ce processus et d'obtenir toutes les capacités possibles de sorte à pouvoir continuer à dérouler le programme de réforme de l'environnement des affaires. Selon le vice-président de la Société financière internationale, Jean-Philippe Prosper, l'objectif de la Banque mondiale est clair: rendre l'investissement privé fort, gage de stabilité politique, de création d'emplois et surtout de gonflement des recettes fiscales. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan participe cet après-midi à un panel de haut niveau sur la question. Le point de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, les questions de sécurité maritime, des sujets qui ont réuni le ministre ivoirien chargé de la Défense et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le reportage de Moussa Konaté. Le renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis au centre de la rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, et la délégation américaine conduite par l'ambassadeur, son Excellence Terence Maculé. Monsieur le ministre m'a fait savoir ses priorités, les priorités du gouvernement ivoirien, et on va continuer à discuter avec monsieur le ministre et ses collaborateurs la manière dont les États-Unis puissent appuyer, n'est-ce pas, les différentes stratégies en matière de défense de la Côte d'Ivoire. Au nombre des sujets abordés au cours des échanges figurait en bonne place le volet formation, mais aussi et surtout la sécurité maritime à travers l'action de l'État en mer. Un projet pour lequel les États-Unis continuent d'apporter un appui important à la Côte d'Ivoire. C'est pour accélérer le processus de mise en œuvre de ce projet cher aux 2 pays que des rencontres sont prévues dans les tout prochains jours entre experts militaires ivoiriens et américains. Les attaques terroristes se multiplient dans le monde et en particulier sur le continent africain. Les victimes se comptent par milliers, plus de 27 000 morts en une décennie. Derrière ces attaques, Boko Haram ou AQMI, le panorama des principaux groupes terroristes actifs en Afrique, c'est un sujet signé Christelle Medan. Le terrorisme djihadiste déploie son spectre mortel dans le monde. Au moins un objectif commun à ces mouvements fondamentalistes islamiques: l'instauration de la charia. L'Afrique est le continent le plus touché après le Moyen-Orient, plus de 27 000 victimes du terrorisme en 10 ans.
et 5 657 morts pour la seule année 2015. Kamikaze, attentat suicide, ces mots jusqu'alors entendus du Maghreb ou du Moyen-Orient sont devenus réalité en Afrique subsaharienne. L'activité terroriste djihadiste sur le continent a été multipliée par 9 depuis son apparition vers l'année 2000. En nombre d'attentats, une étude dévoile la Somalie comme le pays le plus touché par le terrorisme islamique en Afrique. 943 attentats en 2015, soit plus de 2 attentats par jour. Le Nigeria, lui, en a subi 632. En troisième position, le Soudan du Sud, 335 attentats. Les victimes du terrorisme en Afrique se répartissent autrement. En 2014, Boko Haram est devenu le groupe le plus meurtrier d'Afrique, et même du monde, devant Daesh. Cette année-là, 6 644 personnes ont été tuées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, bordé par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. C'est la zone d'influence de ce mouvement qui considère l'éducation occidentale comme un péché. D'obédience salafiste djihadiste, Boko Haram est aujourd'hui dirigé par Aboubakar Shekau. Après avoir prêté allégeance en mars 2015 à l'État islamique, il renomme le mouvement province ouest-africaine de l'Organisation de l'État islamique. Avec les 276 lycéennes de Chibok, le groupe islamiste armé a depuis le début de 2014 enlevé plus de 2000 femmes et fillettes, selon Amnesty International. Un peu plus à l'est, dans la Corne de l'Afrique, les Chebabs hantent la Somalie. Ils sont issus de l'union des tribunaux islamiques et n'ont qu'une seule revendication, la création d'un État islamique en Somalie. Fait d'armes d'Al-Shabaab, l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi en 2013. Autre territoire d'Afrique subsaharienne embrasé par le terrorisme djihadiste, le Sahel. Il y sévit indépendantiste touareg et islamiste, une véritable nébuleuse aux objectifs et motivations protéiformes. Plus ancien et plus puissant de cette galaxie djihadiste, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. D'origine algérienne d'obédience salafiste, AQMI s'installe au Sahel après avoir été chassé du Maghreb. Le mouvement est organisé sur 4 à 5 zones appelées Katiba. Mokhtar Belmokhtar dirigeait la Katiba Al-Moutalimin, qui devint le mouvement indépendant des signataires par le sang, après sa rupture avec AQMI en décembre 2012. Installé au Nord Mali, le mouvement fusionne en 2013 avec le Moudjahou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il forme Al-Mourabitoun, auteur de l'attaque du Radisson Blu à Bamako en novembre 2015. Un mois plus tard, Al-Mourabitoun et son émir Mokhtar Belmokhtar se rallient à nouveau à AQMI. Le terrorisme et ses trafics nourriciers font subir aux États d'énormes pertes. Mais en plus, la lutte contre le terrorisme revient plus cher que ses dommages directs causés. À l'échelle mondiale, près de 60 000 milliards de francs CFA déboursés face à la menace terroriste en 2014. Et pourtant, alors que les acteurs de la lutte se mobilisent tant bien que mal, les mouvements extrémistes islamiques n'ont jamais été aussi actifs et agressifs. Boko Haram, Al-Shabaab, AQMI et ses démembrements plus ou moins autonomes quadrillent l'Afrique subsaharienne et font de l'islam radical une composante incontournable de la géopolitique du continent. Mais si la première victoire du terrorisme djihadiste vient d'une mauvaise anticipation de cette menace, sa victoire véritable sera la terreur semée au sein des populations, notre peur. Un focus sur les attaques terroristes sur le continent, signé Christelle Ménan. À Bouaké, les domaines réservés aux activités aéroportuaires, aéronautiques et météorologiques font l'objet d'occupations anarchiques, ce qui porte atteinte à la sécurité des opérations aériennes. Une campagne d'information et de sensibilisation est donc initiée afin de faire comprendre les dangers liés à l'occupation non autorisée de ces sites. Ouattara Djeneba, Ouattara Amadou. Rencontre d'information et de sensibilisation initiée entre les responsables de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique SODESAM avec les populations à Bouaké. La rencontre a tourné autour de la sécurité en piste et les servitudes aéronautiques cas de l'aéroport de Bouaké. Il s'agit de faire prendre conscience aux populations des dangers liés à l'installation sur les périmètres aéroportuaires. Des carrières, des maisons en construction sont sur le domaine aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Bouaké. De nombreux autres villages sont également concernés par cette occupation anarchique. Ce sont des édifices érigés dans les trouées d'envol ou d'atterrissage. Ce sont des lotissements anarchiques, autant d'éléments qui sont hors normes et qui constituent des menaces graves à la sécurité des avions
et même des riverains. Le DGA de la SODESAM, Kwaku Nguessan, invite les populations à la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations émises pour la protection de l'environnement aéroportuaire de Bouaké. Avec 3300 mètres de piste, l'aéroport de Bouaké possède l'une des meilleures pistes d'atterrissage en Côte d'Ivoire. Il fait partie des 3 aéroports internationaux ivoiriens. British Skills Center, c'est le nouveau centre de compétences et valeurs de l'anglais. Il a pour vocation d'apprendre la langue à un maximum de personnes à travers des ateliers techniques et culturels, des débats et conférences. Et c'est dans la commune de Cocody qu'il vient d'ouvrir ses portes. Ange et Oradé, Doigt des lasers. I'm essential de language. I'm British. Yes. Oh, I'm British. Chanter et mieux s'exprimer en anglais. Un défi que veut relever United Kingdom Côte d'Ivoire. Cette organisation met à la disposition des élèves et étudiants un centre de compétences en anglais dénommé British Skills Center. L'objectif premier, c'est quoi? C'est de permettre à toute une audience, enfants, jeunes et adultes professionnels, de se familiariser à la langue anglaise avec des outils pratiques, des méthodes simples, mais où il n'y a pas de pression. Des conférences débats, des ateliers techniques et culturels sont entre autres des activités qui vont meubler ce centre de compétences. Un ensemble d'activités bien appréciées par les participants. Cette initiative pourra améliorer notre niveau de langue en anglais et puis ça pourra nous ouvrir des opportunités pour avoir des bourses pour pouvoir étudier à l'étranger. C'est une plateforme d'échange entre étudiants et professionnels en envie d'acquérir des habilités en anglais. Aujourd'hui, avec le marketing digital qui se développe sur Internet, on a vraiment besoin de connaître l'anglais. Plusieurs officiels ont participé à la cérémonie d'ouverture du centre British Skills Center, dont l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire et les représentants des ministères de l'Éducation nationale et celui des Affaires étrangères. Les acteurs du système éducatif de la région de San Pedro se dotent d'une matrice d'action. Elle doit leur permettre d'améliorer le rendement des élèves. Honorine Anigori. Les résultats enregistrés par la Direction régionale de l'éducation nationale de San Pedro aux examens scolaires à grand tirage au cours des 3 dernières années ont connu un bond qualitatif, avec des taux moyens d'évolution au CEPE et à l'entrée en 6e de 5,28%, au BEPC de 8,52% et au baccalauréat de 4,96%. Mais l'analyse du fonctionnement de l'école laisse transparaître des insuffisances qui entravent l'atteinte des résultats escomptés. Au nombre de ces insuffisances, l'on peut noter les relations conflictuelles entre les bureaux des comités de gestion, COGES, et les administrations scolaires, l'absence de traçabilité dans les actes de gestion et le désintérêt de la communauté pour la vie scolaire. Toutes choses qui créent des difficultés dans le suivi-évaluation des actes de gestion. C'est donc pour corriger ces insuffisances que ce séminaire de 3 jours a été organisé par les acteurs du système éducatif de la région de San Pedro. Pour le directeur régional de l'éducation nationale de cette région, Abraham Pongatier Sanogo, les résolutions de ce séminaire vont servir de boussole pour les 3 années à venir. Quant au comité de gestion, ils ont pris l'engagement de jouer leur partition. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, a salué cette initiative qui permettra de booster l'école dans la région. De nombreux projets de développement sont identifiés dans le district de Yamoussoukro pour l'année 2016. Ceux de l'an dernier sont en cours d'achèvement. Le collège moderne d'Atiegouakro et celui de Kossou sont fortement attendus par les populations. Eugène Atoubé. C'est la salle de réunion de la prairie de Yamoussoukro qui a abrité le premier conseil consacré pour l'essentiel à l'adoption du budget primitif 2016, porté cette année à 6 844 864 000 francs CFA. Un peu plus de la moitié est affectée aux investissements, conformément à l'engagement du gouverneur Augustin Thiam de poursuivre le développement des localités qui composent le district et aussi répondre aux attentes et aspirations des populations. Illustration à Atiegouakro et Kossou.
Ici, un collège à base 3 a été construit par le district. Il fait la fierté des populations et arrange fort bien les localités alentours comme Tumokro et Bouzi. La motivation principale est d'abord mettre à proximité de nos enfants des collèges dignes de ce nom où ils peuvent poursuivre leurs études sans être séparés de leur milieu familial qui est nécessaire à leur réussite. Pour autant, ce collège attend d'être équipé pour faire face à toutes les exigences. Il y a un établissement de plus de 600 élèves, on n'a pas d'eau, le personnel, les toilettes, les sanitaires, on ne peut pas les utiliser. Donc nous souhaitons vivement que Monsieur le gouverneur jette encore un regard sur cet aspect, pour le bonheur vraiment des personnels et des élèves. Le collège de Kosso, on ne peut pas le faire naître et puis ne pas lui donner les moyens d'exister. Mais tout cela s'organise, j'en prends bien bonne note et nous allons les satisfaire l'un après l'autre. Comme l'année dernière, le district consacre 150 millions de francs CFA pour les bourses d'études et kits scolaires. Autre investissement prévu, la construction d'un abattoir moderne, un centre d'épuration des eaux usées et le projet Yamoussoukro ville numérique. Yamoussoukro ou la RNA3. La route qui traverse la ville dans le sens Abidjan-Boaké va porter le nom illustre de Félix Houphouët-Boigny, ainsi que l'a décidé le Conseil à l'unanimité de ses membres. Des femmes de la sous-préfecture de Nafana, dans le département de Précro, s'organisent autour d'activités génératrices de revenus. Elles veulent mettre fin à la misère dans leur localité et assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Mamadou Kwasi. Nafana, sous-préfecture située dans le département de Précro, bénéficie depuis 1 an de la fourniture en électricité. Fini donc l'obscurité. Cette sous-préfecture de 11 villages amorce véritablement le virage de son développement. Dans ce processus, les femmes veulent prendre une part importante. Car pour ces femmes en or, le développement passe par le bien-être de la famille, un bien-être qu'elles veulent construire à travers leur autonomisation financière. Les femmes de la sous-préfecture de Nafana veulent également bénéficier de l'activité génératrice de revenus. Et pour atteindre cet objectif, ces femmes se sont organisées en association et impliquées dans la culture maraîchère et d'autres activités agricoles et commerciales. Une structure dirigée par Abibata Kwasi. Elle et ses sœurs souhaitent également un encadrement et un soutien financier pour être un pilier essentiel dans le développement de leur jeune sous-préfecture. Leur initiative est saluée par le représentant du président du conseil régional de l'IFU, parrain de la cérémonie. Il les invite à préserver cette cohésion qui règne entre elles, car elles bénéficieront bientôt du soutien du conseil régional. Le sous-préfet de Nafana assure qu'en plus du soutien du conseil régional, ces femmes recevront bientôt l'appui du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara. Le sous-préfet de Nafana demande également aux jeunes de suivre l'exemple des femmes, car il y va de leur bien-être. Il est également signifié que le gouvernement a tout mis en œuvre pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Message bien saisi par ces jeunes qui ont promis à porter leurs projets au sous-préfet afin de les transmettre au ministère en charge de la jeunesse. Les populations saisissent cette occasion pour grainer des doléances portant sur la réhabilitation et l'équipement de leur centre de santé, l'électrification et la fourniture en eau potable pour l'ensemble des 11 villages de la sous-préfecture de Nafana. Les régions du Kabadougou, du Folon, du Bafing et du Tongpi, principales zones productrices de la noix de cajou, veulent améliorer leur rendement. 30 encadreurs et producteurs ont bénéficié d'une formation théorique et pratique. Mamadou Kwasi. Des encadreurs et producteurs d'anacad formés aux techniques de récolte de la noix de cajou par Cordelette dans le village de Zéviasso dans le département d'Odiéné. En plus de cette disposition, des techniques d'accroissement de la production, il s'agit entre autres la période de nettoyage des champs, la reconnaissance des maladies de l'anacardier et les moyens de lutte contre ces maladies ravageuses. Les populations riveraines des champs ont bénéficié également de formations portant sur le séchage des noix de cajou. Ces encadreurs venus des régions du Kabadougou, du Folon, du Bafing et du Tongpi ont été instruits également sur les raisons du maintien d'un champ propre. Cette formation pratique a duré 3 jours et portant sur les thèmes récolte, post-récolte, création et entretien des vergers d'anarcade, reconnaissance des maladies et stratégies de lutte intégrées, utilisation d'outils de vulgarisation technique d'animation en milieu rural. Avant la phase pratique, les 30 encadreurs de producteurs de noix de cajou ont reçu la phase théorique de cette formation. Au cours de cette session, les différents formateurs ont demandé à l'assistance d'être de bons relais sur le terrain afin d'accroître la production et le rendement des planteurs. Cette initiative du Conseil Coton Anacad est soutenue par le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Aujourd'hui, premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire veut maintenir ce rang tout en améliorant la qualité des produits et les conditions de vie des producteurs d'anarcade.
Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, apporte son appui aux enfants de la pouponnière de Bouaké. Des produits sanitaires ont été offerts aux enfants, mais surtout des marques de tendresse et d'affection. Ouattara Djeneba et Ouattara Amadou. Ils sont heureux, les enfants de la pouponnière du quartier Dar es Salaam de Bouaké. Le réseau des Amis de Côte d'Ivoire, RACI, vient de leur offrir des produits sanitaires et d'entretien pour les besoins des poupons. Ainsi, les membres du RACI expriment leur affection et leur solidarité à ces enfants. Pour les donateurs, cette action s'inscrit dans la vision du parrain du RACI, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, qui fait du bien-être des enfants sa priorité. Les enfants de cet orphelinat sont vraiment une priorité pour notre parrain. Voilà pourquoi nous sommes venus, pour une fois de plus, leur offrir quelque chose pour leur faire, pour que ces enfants-là sachent que nous, RACI, nous les avons dans notre cœur. C'est avec beaucoup d'émotion que la directrice de l'institution sociale a traduit sa gratitude aux membres du RACI. Merci d'être venus les mains chargées, que vous ayez la force de venir à notre secours, que vous ayez également la force pour étendre vos actions en faveur de ces êtres vulnérables. La pouponnière de Bouaké a 42 ans. Elle accueille les enfants abandonnés, orphelins et de mères incarcérées. La structure abrite à ce jour une trentaine de poupons. Au moins une cinquantaine de pick-up chargés d'hommes en armes, des combattants pro-gouvernementaux, ont fait irruption hier mardi à Kidal, une ville du nord du Mali contrôlée par les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. Pas d'affrontement ni de tir, mais une situation très tendue. À l'origine de cette irruption, un désaccord sur la date et surtout sur la modalité du retour des forces régulières dans la ville de Kidal. En Égypte, la Cour de cassation a annulé aujourd'hui, mercredi, la peine de mort pour 149 personnes accusées du meurtre de 13 policiers en 2013, le jour même où les forces de l'ordre tuaient des centaines de manifestants qui réclamaient le retour du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée. Et aux États-Unis, premier cas de transmission sexuelle du virus Zika. Jusqu'à ce jour, le virus était censé se transmettre par piqûre de moustique. Ce sont plus de 400 cas de microcéphalie qui ont été confirmés entre octobre 2015 et janvier 2016 au Brésil, avec près de 1,5 million de cas selon l'OMS, qui a formellement déconseillé aux femmes enceintes de venir dans le pays où sont prévus les Jeux olympiques en août prochain. Coupe d'Afrique des Nations 2021 en Côte d'Ivoire, le comité de pilotage et de supervision en charge de la réalisation des infrastructures et dispositifs a été installé. À sa tête, le Premier ministre lui-même. Sa mission, organiser une CAN avec des infrastructures de qualité et une sécurité parfaite. Hervé Blé. L'importance de la cérémonie d'installation des membres du comité de pilotage, à laquelle il sera procédé dans quelques instants, n'est plus à démontrer. Il nous faut construire des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, ainsi que des infrastructures connexes. Le chantier est vaste. Il nous faut partir tôt et dès maintenant. Partir tôt et dès maintenant pour offrir une excellente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2021, c'est le choix du comité de pilotage et de supervision de la réalisation des infrastructures et de dispositifs de la CAN 2021. Ce comité, dirigé par le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan, a parmi bien d'autres projets la construction de 3 stades neufs à Abidjan, Korogo et San Pedro, la réhabilitation de 3 autres à Bouaké, Abidjan et Yamoussoukro, l'augmentation de la capacité et de la qualité d'hébergement pour les invités et autres visiteurs de la Côte d'Ivoire, le récent vainqueur de la CAN. Les défis à relever pour une organisation parfaite de l'événement partent de la qualité des infrastructures jusqu'à la sécurité physique et virtuelle. Il s'agira pour la Côte d'Ivoire de se doter des meilleures infrastructures sportives. Ce sera une autre occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter un nouveau visage au monde. C'est celui d'une Côte d'Ivoire rayonnante où il fait bon vivre pour tous. Les enjeux sont importants et bien sûr l'échec n'est pas une option. 2021, c'est maintenant et pas demain. Faire bien mieux qu'à l'occasion de la CAN en 1984, c'est ce à quoi le Premier ministre, président du comité de pilotage et de supervision de la CAN 2021, a invité ses membres. Tous devront avoir à cœur la préparation, l'organisation et la réussite
d'une Coupe d'Afrique exceptionnelle en Côte d'Ivoire en 2021. Toujours en football, le petit frère de la CAN, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016 au Rwanda se poursuit. Les demi-finales démarrent ce mercredi avec la rencontre des Léopards de la RDC et du Sili national de Guinée. Demain jeudi, ce sera un choc à 100% Afrique de l'Ouest qui va opposer la Côte d'Ivoire au Mali. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon après-midi à tous.